Bonjour tout le monde, heureux de vous revoir. Cordial bienvenue à tous et à toutes pour ces vidéos entretiens portant sur le philosophe Ludwig Wittgenstein. Nous en sommes maintenant, depuis la dernière vidéo, à présenter le second, celui qu'on désigne le second Wittgenstein, la seconde manière de Wittgenstein en philosophie, qui, comme on l'a vu la dernière fois, s'intéresse particulièrement, principalement, à l'usage de la langue, du langage, comme source de, je dirais, de révélation en philosophie. Comme disait Wittgenstein, euh, nous sommes confrontés systématiquement à des problèmes, et ces problèmes, la solution se trouve devant nos yeux, hein, c'est-à-dire devant l'usage commun, usuel de, du langage, hein. Il ne s'agit plus pour le second Wittgenstein de, de construire un langage idéal auquel euh, la réalité, le monde se trouve se trouve se trouve pas. Alors donc, il faut être particulièrement attentif à l'usage commun, l'usage quotidien du langage ordinaire pour pouvoir surmonter nos perplexités euh, philosophiques. Et l'une des grandes perplexités pour nous, modernes, hein, c'est la notion d'esprit. C'est l'idée d'esprit qui euh, est source d'énormes énigmes, puzzles, casse-tête en philosophie, hein. Qu'est-ce que l'esprit, hein? La modernité a malmené, disons, l'esprit, et à telle enseigne que pour bon nombre aujourd'hui, bon nombre de penseurs, bon nombre de philosophes, bon nombre de scientifiques, mais l'esprit, hein, c'est une illusion, hein, c'est une apparence de réalité, hein, un peu comme les éclairs et le tonnerre. Ce sont des phénomènes naturels qui n'ont d'autre réalité que des énergies électriques, hein. Alors, pour bon nombre de penseurs, de scientifiques, ces penseurs étant à la fois des philosophes et des scientifiques, ben, considèrent que l'esprit, ce n'est que de la matière, hein, ce n'est que des connexions électroniques qui se déroulent dans le cerveau, à telle enseigne que la langue usuelle d'aujourd'hui nous, nous invite il nous incite à rejeter le terme esprit pour lui préférer celui de cerveau, hein. Alors, toutes ces. Et ça, c'est ce courant-là, hein, ce courant-là en philosophie de l'esprit, parce que c'est principalement dans ce domaine que Wittgenstein va rédiger ses remarques philosophiques concernant la nature de l'esprit. Mm. Donc, donc euh, le domaine d'intervention, je dirais de Wittgenstein dans la seconde manière,
c'est l'esprit, donc la nature de l'esprit, hein, qui est source de perplexité. Hein. Bien entendu, si on adopte la position de ceux dont je parlais tantôt, qu'on désigne sous le large parapluie de matérialistes, hein, qui disent qu'il n'y a pas d'esprit, qu'il n'y a que matière, eh bien le problème est réglé d'une certaine manière, hein, pour eux du moins. Mais au contraire, pour Wittgenstein, tout débute, toute la perplexité émerge à ce sujet. Hein. Donc, si l'on dit qu'il n'y a pas d'esprit, qu'il n'y a que de la matière, eh bien, comment expliquer les phénomènes mentaux qu'on ne saurait nier, rejeter du revers de la main? Hein? C'est aller contre le sens populaire, hein, de nier cette réalité pourtant manifestement évidente qu'est l'esprit, ou du moins les activités mentales de conscience. Hein? À ce propos, hein, le philosophe, je crois lui aussi autrichien, Franz Brentano, en définissait la conscience comme conscience de quelque chose. C'est-à-dire que la propriété fondamentale de la conscience, selon Brentano, c'est l'intentionnalité. Hein. Donc le phénomène de conscience est celui de cette intentionnalité, hein, que tous les philosophes, bon nombre de philosophes avant l'époque moderne soutenaient. Hein, intendere en latin veut dire tendre vers. Hein. Donc, la pensée, c'est toujours une espèce de représentation de quelque chose qui existe en dehors de notre esprit. Hein? Et comme le faisait valoir John Locke de son côté, comment de la matière peut-il engendrer la pensée? Hein? Alors, pour Locke, en tout cas, certainement pas le matérialisme qui était raisonnable. C'était plutôt le dualisme, comme son confrère français René Descartes, qui fut un des grands représentants de cette philosophie de l'esprit qui est le dualisme et qui s'oppose évidemment au monisme matérialiste. Et je voulais vous parler aussi sur cette lancée, ce thème de la philosophie de l'esprit, ce que les tenants de l'évolutionnisme, d'après la théorie de la sélection naturelle de Darwin, pensent de l'esprit. Ben, pour eux autres, évidemment, l'esprit, ça n'existe pas, ou en tout cas, c'est pas l'objet de leur... En fait, ils réduisent l'esprit au cerveau. Et voici, dans cette revue numéro de Québec Science, qui date d'un certain temps, d'avril 2008, qui titre, hein, comme page à la une, Pourquoi on croit. Alors, je me souviens d'avoir tombé là-dessus. J'étais à la bibliothèque de mon cégep et j'avais vu ça sur les étagères. J'avais pris le numéro, le magazine, et
j'avais lu l'article de, je crois que c'est Noémie Mercier, qui est l'auteur de l'article en question, que j'essaie de retrouver un instant. Voilà. Alors donc, oui, c'est ça, c'est Noémie Mercier qui a pondu cet article-là. Pourquoi on croit? Même en l'absence de toute preuve tangible, on peut croire à la résurrection du Christ. Hein? Pour nous, moi croyant, c'est le cas. Dimanche prochain, le 4 avril, je fêterai donc la Pâque célébrant la résurrection du Christ. Donc, on peut croire, même en l'absence de toute preuve tangible, hein, on peut croire en la résurrection du Christ, à la poisse du vendredi 13 ou à l'astrologie. C'est la faute à notre cerveau. Il nous prédispose à accepter l'invraisemblable. Oh! Oh là là! C'est fort intriguant, hein, ce qui s'annonce ici. Et en lisant l'article, il y a cette citation d'un professeur de psychologie spécialiste de la psychologie de la croyance à l'Université York à Toronto, James Alcock, qui écrit, écoutez bien, là, ouvrez vos oreilles, hein, c'est très important, là, c'est l'évangile évolutionniste là, pur et dur. Le cerveau est une machine à générer des croyances. Wow! Il a évolué de façon à favoriser la survie de l'espèce, pas pour chercher la vérité. Mais je pourrais citer d'autres auteurs là, qui vont dans le même sens que le professeur Alcock. Donc, première chose, dans cette citation-là, le cerveau, hein, c'est une machine à générer des croyances. Ça, c'est typiquement, comment dire, c'est typiquement cartésien. La matière pour Descartes, hein, ce n'est qu'une machine, fondamentalement, essentiellement. Hein, notre monde est rempli de machines, nous sommes entourés de machines. Hein. Là, le cerveau, lui, cependant, c'est sa mécanique, hein, sa fonction, hein, c'est de générer des croyances. T'sais. Pas trouver la vérité. Oh là là. Intéressant, non? Mais là, si on affirme une telle chose, que le cerveau n'est pas fait pour trouver la vérité, hein, et que sa fonction principale est celle de s'adapter, hein, à la réalité afin d'assurer la survie, notre survie, à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive de la vérité en elle-même? Hein? Si on est cohérent avec soi-même et si on affirme que le cerveau, hein, ne cherche pas la vérité, mais l'adaptation, hein, la survie de l'espèce, hein, à ce moment-là, au nom de quoi pouvons-nous dire cela? Au nom de quoi pouvons-nous soutenir la véracité de ce qu'affirme la théorie évolutionniste à propos de l'esprit et du cerveau? Au nom de quoi? Au nom de quelle vérité? Où la trouver, cette vérité-là? Comment la trouver? Hein?
Alors, c'est une sérieuse objection, ça, à apporter à la théorie évolutionniste de, au sujet de l'esprit. Alors, on va voir dans la prochaine vidéoconférence ou vidéo-entretien, est-ce que Wittgenstein pourrait nous aider là, dans toutes ces questions-là? Et une autre source de perplexité en philosophie de l'esprit, c'est euh, est-ce qu'on pense tout le temps? Est-ce qu'on est toujours en train de penser? Si on dit, si on admet avec des cartes, je pense donc je suis, c'est parce que je pense que je suis. Et donc, lorsque je ne pense pas, suis-je encore? Hein? Comme dirait mon voisin, what the fuck? C'est quoi cette bouillie pour les chats? On est là jeté dans une incroyable perplexité. Hein? Et Wittgenstein, lui, se plaisait comme un poisson dans l'eau, hein, dans toutes les ramifications de ces problèmes en philosophie de l'esprit. Hein, il y a ce mot-là, je vous le cite parce que moi, j'espère que je vais le trouver. Je crois que je vais laisser tomber parce que je ne le trouve pas. C'est dommage. Il dit quelque chose comme lorsqu'on se met à philosopher, il faut descendre dans l'antique chaos et bien s'y trouver, à l'aise. Hein? Eh bien, en philosophie de l'esprit, là, on est vraiment, on descend véritablement dans, c'est ça. Quand on philosophe, il faut descendre dans l'antique chaos et se trouver bien là, hein, confortable, à l'aise, malgré le trouble, hein, malgré les difficultés dans lesquelles nous sommes plongés. Hein. Nous sommes, et d'une certaine manière, c'est en ce sens-là que Wittgenstein va dire que sa seconde manière en philosophie, c'est celle d'une thérapie. Hein? La philosophie, le but de la philosophie, c'est de guérir de nos perplexités philosophiques. Hein? Et une de ces phrases là, célèbres des recherches philosophiques, hein, quel est ton but en philosophie? Indiquer, alors la réponse de Wittgenstein, c'est indiquer à la mouche comment sortir de la cloche à mouche, de la cage à mouche. Qu'elle cesse, hein, de se frapper contre la paroi de sa cage. Eh bien, c'est la même chose. Hein, selon lui, sa seconde manière, c'est une méthode, entre guillemets, qui est une thérapie. Hein, nous soulager de nos bosses, de nos fractures que nous infligeons, hein, à la tête. Et à propos en particulier de l'esprit. Alors on se revoit très bientôt.